Le Sailors Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Tip & Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars, en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec 4 films inédits exclusifs et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tip & Shaft, tipnshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 107e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 21 février. Il est exactement 9h34 et nous allons commenter aujourd'hui une activité voile qui a été très riche ces dernières semaines. Entre le départ de The Ocean Race, l'annonce du défi français Orient Express Team, l'affaire Clarisse Kremer et l'annonce la semaine dernière par Stan Turet qu'il arrêtait sa carrière pour raisons écologiques. Pour parler de tous ces sujets, j'ai invité 3 journalistes spécialisés. Le premier est rédacteur en chef de Voile Magazine. Il s'agit de François-Xavier de Crécy qui est dans ses bureaux, je crois, à Clichy. Salut François-Xavier. Oui, bonjour à tous, bonjour Axel. Le second est grand reporter au journal L'Équipe. Il a déjà participé à plusieurs reprises à Pause Report. C'est Stéphane Lermite qui est chez lui à Montrouge. Salut Stéphane. Salut. Et le troisième est rédacteur en chef du journal de Nautisme. Il est pas très loin de chez moi, du côté de Levallois, à quelques centaines de mètres. Frédéric Pellatin. Salut Fred. Salut tout le monde. Eh bien, messieurs, si vous voulez bien, on va commencer par évoquer ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Clarisse Kremer, que je résume en quelques mots avant de vous donner la parole. Il y a un peu moins de 3 semaines, la navigatrice a annoncé que Banque Populaire, son sponsor, avait décidé de se séparer d'elle en raison du risque trop important aux yeux du sponsor qu'elle n'ait pas suffisamment de milles pour prétendre à la sélection pour le prochain Vendée Globe. Un retard de milles qui s'explique notamment par le fait qu'elle ait été absente du circuit IMOCA pendant à peu près 1 an à cause de sa maternité. Banque Populaire a aussitôt convoqué une conférence de presse téléphonique pour s'expliquer et rejeter en partie la faute sur l'organisateur du Vendée Globe, la SEM Vendée, qui a refusé toutes les demandes de modification du règlement proposé par Banque Populaire et Clarisse Kremer. Face à cette situation de blocage, les 3 parties ont tenté de se rapprocher avec le soutien de la Fédération française de voile et visiblement le rapprochement n'a pas porté ses fruits puisque vendredi dernier, Banque Populaire a annoncé renoncer à s'aligner au départ de ce Vendée Globe 2024. Alors messieurs, on va parler de cette affaire qui fait beaucoup parler, qui a suscité de nombreuses réactions souvent indignées face à la décision de Banque Populaire et des réactions qui ont d'ailleurs largement dépassé le cadre de notre microcosme voile. Qui veut se lancer? Quel est un peu votre regard sur cette affaire? Qui lève le doigt? Allez, on va commencer par Frédéric Pellatin. Merci beaucoup pour le cadeau. Franchement, j'ai du mal à me retrouver. Il y a une raison. Je comprends la posture du Vendée Globe qui défend son règlement, qui est un règlement qui est posé avec les teams sportifs, avec les équipes, avec les skippers. C'est un règlement qui a été décidé de manière collégiale en août 2020, si je ne dis pas de bêtises, et qui défend contre je vais être un peu trash. Défend contre la dictature de l'émotion, le principe de l'équité. Et je trouve ça assez intéressant qu'on défende cette notion d'équité quand même,
parce qu'il y a 43, 44 candidats au Vendée Globe pour 40 places. Il y a une wildcard et en fait, on peut pas faire un chamboule-tout sur le règlement et impliquer 40 projets sur un cas très particulier qui pose un vrai problème de société et un vrai problème un vrai problème à résoudre. Il y a des réponses à apporter, mais on peut pas les apporter dans cet instant-là, alors qu'il y a déjà 44 teams qui cavalent en direction du Vendée Globe 2024. Effectivement, il y a des décisions à prendre pour plus tard pour intégrer cette problématique très spécifique qui est celui des femmes enceintes en cours de route, mais je pense que le Vendée Globe n'a pas d'autre solution. Après, pour ce qui concerne le contentieux entre Banque Populaire et Clarisse Kremer, c'est un autre sujet. Stéphane, quel est ton regard, toi, sur cette affaire? Alors, mon regard, c'est qu'on peut pas tout dire, parce qu'en ce moment, dès que ça touche à la place de la femme dans le sport et dans la société, c'est assez compliqué de tout dire. Donc, en tout cas, de tout écrire. Et ce qu'il faut savoir pour moi, c'est que ce règlement, c'est l'amendement d'Estremo, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un skipper qui prenne vraiment son temps, qui finisse le Vendée Globe même très loin et sa place gardée. Donc du coup, on a fait une sorte d'amendement, de règlement pour que il y ait une sorte de sélection qui permet aussi de limiter quand il y a trop de gens. Bon, ça c'est dit. Après, quand on prend une femme au départ, je me rappelle très bien de la conférence de presse à Paris quand Clarisse Kremer avait été choisie au détriment de skippers masculins qui étaient bien plus forts qu'elle au moins au départ. Banque Populaire avait fait le choix de prendre une femme, et à partir du moment où on prend une femme, on en assume finalement, j'allais dire, c'est un peu compliqué d'avoir les mots justes, mais les avantages et je sais pas, c'est pas inconvénient, mais évidemment, mais on en assume à la fois les plus et les moins. Et quand une femme tombe enceinte, c'est un truc formidable, c'est peut-être le plus beau truc de la terre, de la vie. Je pense qu'ils auraient dû simplement l'accompagner. Elle aurait été au bout, elle n'aurait pas été au bout, mais d'accompagner une femme dans sa maternité et dans son désir de revenir à la compétition, ça aurait été une très très belle histoire. Et soyons clairs, évidemment, Clarisse Kremer à la fin aurait été prise. On ne peut pas imaginer que le Vendée Globe aurait laissé Clarisse Kremer de côté. Et dernier truc, évidemment, comme l'a dit Fred, c'était un règlement qui était conçu par la classe elle-même, donc la classe savait ce qu'elle faisait. Il faut savoir qu'il y a d'autres cas qui sont un peu tus dans cette histoire. Il y a peut-être des gens malades et qui n'ont pas fait leur 1000 parce qu'ils sont malades et qui n'ont pas eu le temps de faire leur 1000. Donc, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont malades ? Il y a un cas encore plus clair du japonais qui est obligé d'aller au Japon avec son bateau pour faire de la promotion, qui ne peut pas faire de 1000 pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on fait avec lui alors qu'il fait une promotion formidable au Vendée Globe de l'autre côté de la planète? Donc le cas de Clarisse Kremer est juste un cas particulier et il y a plein d'autres cas particuliers. Et donc dans cette affaire en général, on a tendance à simplifier, à schématiser, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. François-Xavier, quel est toi ton regard sur cette affaire Clarisse? Sur cette fameuse affaire Kremer, cette lamentable affaire Kremer, je serais peut-être un tout petit peu plus tranché que vous. C'est quand même une histoire dramatique, quoi. Enfin, c'est le pire crash de communication de l'histoire du sponsoring voile, au point qu'elle sera enseignée, je pense, encore dans des décennies dans les écoles de commerce et de com. Je comprends pas comment Banque Populaire a pu ne pas voir venir ce qu'allait se passer. Comment ils ont pu imaginer qu'ils allaient pouvoir débarquer Clarisse et que ça passerait comme une lettre à la poste. Enfin, ça me paraît quand même complètement lunaire. D'autant plus que c'est quand même d'excellents professionnels et puis c'est des gens bien, quoi. Donc je comprends pas bien ce qui s'est passé. Je pense qu'ils sont rentrés. Il y a peut-être une espèce d'effet tunnel dans une série de décisions compliquées, mais c'est compliqué notamment par les nouvelles règles évidemment du Vendée Globe, et chacun est dans sa logique, mais un tel changement au niveau des qualifs nécessitait peut-être de se faire sur 2 éditions. Il y a tous les cas particuliers dont parlait Stéphane, et évidemment qu'il n'y a pas que Clarisse. Peut-être que ça nécessitait de prendre le temps de basculer sur 2 éditions pour pouvoir gérer ces différents cas. Et la course au large est aussi un peu victime de son succès. On voit un peu la même chose notamment en mini, où il y a des tensions énormes sur les qualifs parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais faut arriver à gérer ça.
Et on a la chance d'avoir un sport qui est ultra mixte, ce qui dans le monde aujourd'hui est un atout énorme. Et il faut cultiver ça, il faut gérer ça intelligemment. Et là, inutile de dire que c'était la cata, quoi. Fred, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, parce que je suis complètement d'accord avec FX. Il y a deux choses qui sont notables. C'est qu'effectivement, je pense que la course au large est en train de connaître un pic de croissance. Et il y a beaucoup de choses qui échappent à cette nouvelle dimension, notamment la gestion de l'émotion populaire qui est dictatrice de certaines attitudes qui sont quand même pas très positives. C'est bien de se poser, d'y respirer un coup et avant de commenter. Ça devient fatigant en fait. Je crois pas non plus que la course au large et la voile française ait une posture anti-femme. Je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de choses qui non pas qui favorisent, mais en tout cas qui commencent à se révéler. La présence des femmes est de plus en plus importante. Exception faite peut-être de cette route du Rhum où le pourcentage était inversement proportionnel à ce que le Vendée Globe 2020 avait proposé, avec 7 femmes sur 33 participants, ce qui était quand même magnifique. Donc c'est vraiment une petite crise de croissance là qui est en train de connaître la course au large. De la même manière, on pourra coller l'histoire Stan Turay, qui sera un des sujets qu'on évoquera. Ça grandit très vite. Il y a beaucoup de choses qui sont pas totalement maîtrisées et ça patine. Et oui, c'est une catastrophe de communication pour tout le monde. Pour Banque Populaire qui ne méritait sans doute pas de se prendre ça. Pour le Vendée Globe qui avait pas forcément des intentions, qui avait pas d'intention néfaste en fait à l'origine. Et pour Clarisse Kremer qui pour la première fois de toute sa carrière a été obligée d'adopter une attitude de communication négative. Alors qu'elle était dans une posture positive en tout le temps, et il va falloir qu'elle se relève aussi en tant que communicante de cet impact. Stéphane. Quand on parle de crise de croissance, on sort quand même de 2 crashs de communication. Moi, je suis d'accord, Kremer, c'est le plus gros crash de com de la voile, mais le crash Gabard avant, c'est aussi un gros crash, quoi. C'est-à-dire que quand on parle de voile en ce moment, c'est Gabard et Kremer, c'est 2 problèmes, quoi. C'est 2 trucs négatifs, quoi. Et avec des acteurs communs d'ailleurs aux 2 affaires. Donc, on sait pas faire. Et Bank Pop, évidemment, c'est une équipe formidable, mais c'est pas la première fois qu'ils font un peu ce qu'ils veulent en com. Ils ont viré plusieurs skippers par le passé. À chaque fois, c'était un peu violent, c'était resté dans le microcosme. Mais c'est une grande société et il semblerait qu'effectivement, en com, ils n'ont pas les codes. Hein. C'est un peu embêtant et ça rejaillit sur une discipline qui n'a pas besoin de ça, qui est assez en marge du reste de la société et c'est super dommage. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont quand même pris une décision un peu précipitée, hein? On l'a souligné, il y avait encore quand même pas mal de courses, beaucoup de possibilités pour Clarisse d'abord de se qualifier, ensuite de marquer des 1000 et de figurer parmi les 40 premiers. Comment expliquer une décision finalement qui paraît un peu précipitée? François-Xavier, quel est ton avis? Moi, je pense qu'il pouvait aller au forcing avec le Vendée entre guillemets et le Vendée n'aurait pas pu empêcher Clarisse de participer. Il y aurait eu wildcard, il y aurait eu une solution de trouver. Et quand bien même, c'est ce que je raconte dans l'édito là, du dernier Voile Mag, quand bien même ils auraient été au bras de fer et qu'ils auraient pas été gagnants. Alors, c'est pas leur projet évidemment, mais imaginons, ça aurait eu pas mal de gueule de lui faire prendre le départ en pirate, comme ça s'est vu par le passé. C'est pas le projet sportif, je suis d'accord, et s'ils entendent ça va les faire réagir. Mais je veux dire, il y avait, d'un point de vue com, en tout cas, il y avait une histoire incroyable à raconter. Genre, voilà, enfin, on lâche pas Clarisse, on est avec elle. Et il faut qu'une femme puisse mener à bien sa carrière tout en étant maman, etc. Et puis c'est la vie, c'est tellement Fred, vrai, quoi. Est-ce que selon toi, est-ce que la décision de Bank Pop a été un peu précipitée? J'ai du mal à croire qu'un sponsor qui est dans la voile depuis 25 ans, qui a connu quelques crises au cours de sa carrière, ait pris des décisions précipitées. Je pense qu'il y a peut-être d'autres paramètres qui sont suggérés, qui émergent. Peut-être qu'il y a des contentieux internes. Il y a aussi des problématiques qui tiennent juste au fait que Clarisse Kremer, qui a la capacité à apprendre très très vite, parce qu'elle a passé le cap entre la Mini et l'IMOCA de manière remarquable pour obtenir les résultats qu'elle a eu sur le dernier Vendée Globe. Elle se retrouvait à devoir apprendre à apprivoiser Apivia 1, qui est un bateau de dingue, un cheval de course incroyable, et pour ça il faut du temps, il faut de l'engagement, il faut un apprentissage redoutable. Effectivement, elle avait déjà commencé à travailler sur sa rééducation et sa remise en forme physique, mais la marche était quand même aussi
physiquement plus que techniquement, et même techniquement c'était déjà quelque chose ce bateau, mais physiquement c'était une marge qui était aussi considérable. Voilà, point. Stéphane. Ouais, en interne chez BankPop, ils ont quand même l'impression d'avoir été très patients avec Clarisse. On ne sait pas encore tout aujourd'hui, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais effectivement, ils ont l'impression que qu'elle a un peu joué la petite princesse, qu'elle n'a pas voulu écouter un peu ce qu'on lui disait. Et il y a eu un moment de ras-le-bol aussi. Hein. Je pense que l'équipe sportive de BankPop ne prend rarement des décisions à l'emporte-pièce et très vite, quoi. Ouais, effectivement, il y avait eu notamment une proposition de lui faire participer au Vendée Globe 2028, le temps de lui laisser de se reprendre un peu sa carrière sportive en main et s'habituer à un bateau qui est effectivement, comme disait Fred, très exigeant. François-Xavier, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, des contentieux internes, c'est sûr qu'il y en a évidemment. Il y en a toujours dans les équipes, mais là c'est une question de gestion de projet. Et quand on a commencé ce projet avec Clarisse sur un bateau qui était pas de dernière génération, avec un projet de performance et de communication, passer sur l'ancienne Apivia, c'était sûr qu'il y avait soit une dissonance, soit une grosse ambition. Mais je veux dire. C'était un truc à gérer quand ils avaient ce projet avec ce bateau. Alors est-ce qu'il fallait 2 projets? Il n'y avait peut-être pas les moyens, mais bon, ça n'enlève rien au crash de communication. Et juste un petit truc, quand on parlait tu disais, c'est Stéphane, je crois qu'il disait ça, que la voile n'est pas du tout un sport anti-femme, et je suis bien d'accord, et heureusement. Mais il y a quand même un petit souci avec, si on veut féminiser les lignes de départ, il faut aussi féminiser un peu les staffs. Hein, quand on voit les équipes, à la tête des équipes, il y a quand même surtout des mecs, quoi. Et ça a beau être des gens très bien, je le crois, on n'aura jamais la même sensibilité à toutes ces questions-là, quoi. C'est assez naturel. Bon, oui, mais j'abonde mais de manière un peu caricaturale, je voudrais juste dire que la plupart des budgets sponsoring aujourd'hui sont détenus par les responsables des programmes RSE des grosses entreprises. Et ces programmes RSE, ils incluent l'inclusion, ils incluent l'environnement, ils incluent tout ça. Très bon sujet que l'environnement, mais aujourd'hui il y a presque une prime aux femmes dans les processus de décision dans les grosses boîtes, quoi. Là ça s'est pas trop vu. Là ça s'est pas trop vu. Il y a une confrontation non, ça s'est pas trop vu, mais on est sur un projet sportif qui est d'excellence en fait. Et est-ce que Clarisse avait la capacité à passer cette cape entre la haute performance et l'excellence dans le temps qui lui était imparti? C'était pas si simple que ça, quoi. Je suis d'accord. Mais cette question s'est posée avant d'acheter Apivia. Et la décision n'a pas été prise, en tout cas selon eux, pas en fonction de ces paramètres. C'est pas eux, ils ont uniquement justifié par cette histoire de 1000. Est-ce que on peut considérer dans cette histoire que le Vendée Globe a fait preuve de frilosité ou d'inflexibilité face aux demandes de banques populaires qui ont été très nombreuses, hein. Il y a eu pas mal de propositions. Il y a eu proposition de remplacer, de donner les 1000 qu'avait accumulé Nicolas Loenven à Clarisse. Est-ce que là-dessus, Stéphane, le Vendée Globe a été un peu frileux ou ils ont peut-être pas osé créer un précédent? Voilà, faut être sérieux. On essaie de mettre de l'ordre dans une discipline qui était un peu entre-soi. Maintenant, on essaie de la structurer comme une discipline normale. Donc, on ne pouvait pas changer de règlement. En revanche, je me suis quand même laissé dire que dans les premières discussions de classe, il était question d'allouer 3 wildcards et qu'au dernier moment, il n'y en a eu plus qu'une. La wildcard, c'est donc les organisateurs qui choisit quelqu'un qui n'aurait pas fait le nombre de 1000 nécessaires. Avec une seule wildcard, évidemment, ils sont très coincés parce que imaginons quand même qu'à la fin, ni Le Cam ni Kremer ne fassent les 1000, on choisit qui? Alors là, à ce moment-là, moi, je veux pas être le patron du Vendée Globe pour choisir entre Jean Le Cam et Clarisse Kremer. Oui, au point qu'ils évoquaient, je crois, l'hypothèse de justement pas utiliser cette wildcard pour pas avoir à faire ce choix.
Le résultat aujourd'hui, il y aura pas de bateau Banque Populaire au départ du prochain Vendée Globe. Clarisse Kremer, on ne sait pas non plus si elle sera au départ du Vendée Globe. Comment vous interprétez un peu la décision de Banque Populaire, et est-ce qu'on peut s'inquiéter sur finalement la pérennité de ce sponsor historique de la voile dans cet univers de la course au large? François-Xavier, c'est vrai. Ah bah ça, ce serait dramatique, hein. Ce serait un peu, enfin bon. Non, l'avenir en IMOCA, je sais pas s'ils arrêtent définitivement. Bon, tout ça, on en sait rien. Ils pouvaient pas sortir par le haut de cette situation. Il y a eu des tentatives de médiation, on le sait, y compris la ministre des Sports, etc. Ça n'a pas marché. Je pense qu'ils avaient plus que ça à faire, en fait, hein, parce que qui allait imaginer un Lundven ou un autre prendre la barre de ce projet dans ce contexte? C'est impossible. Je suis d'accord avec Serge. Peut-être doit-on espérer très fort que le Tour du Monde en solitaire en ultime se passe bien pour Banque Populaire, pour être sûr que le groupe n'aura pas envie de s'aventurer ailleurs. Ça serait pour la voile, ce serait un peu les Lehman dramatique. Brothers, quoi. Ce Ça serait dramatique. Bon, on va changer de sujet. On va passer à l'autre sujet chaud du moment. Donc, pour rappel, la semaine dernière, Stan Turet, qui court en classe 40 depuis 2 saisons, a annoncé qu'il renonçait à la course au large pour, entre guillemets, raisons écologiques, dénonçant notamment la course à la performance à tout prix. Et quelle est un peu votre réaction à cette annonce de Stan, qui depuis quelques années met ces sujets écologiques un peu sur le haut de la pile? Il fait partie de l'association La Vague et il évoque régulièrement ce sujet. Fred, quelle est un peu ta réaction à cette annonce de Stan? Bravo. Bravo. On n'en peut plus du greenwashing, les gars. Il faut vraiment mettre l'intention. La voile depuis 10 ans, 15 ans, je sais pas, a investi progressivement le sujet environnemental et le nombre d'actes est inversement proportionnel à la prise de parole. Et il va falloir remplir un bocal, celui de l'acte, et puis baisser celui de la prise de parole, parce que ça vaut le coup de faire. Il y a plein de trucs à raconter peut-être sur la manière que Stan Turet a de communiquer la chose, mais j'espère que ça va secouer un petit peu le cocotier. Stéphane, vas-y, François-Xavier, vas-y. Ouais, pardon. Excuse-moi. Non, par rapport, je trouve que c'est le même sujet en fait, quelque part que l'affaire de Clarisse. Tout simplement parce que ce qui se passe dans la voile est le prolongement de ce qui se passe dans la société, et là Stan c'est aussi un peu un gars qui veut donner du sens à son travail. On peut parler de crise de la quarantaine, même si je crois qu'il les a pas encore tout à fait, et oui, ce côté radical, effectivement il est bienvenu, puis c'est un moment de sincérité qui est sympa malgré tout, même si bon sa diatribe est peut-être un peu longue et par moment à la droite, mais ces moments de sincérité médiatique, ils sont précieux. Et oui, bien sûr, l'environnement, plus on en parle, moins on en fait. Et comment peut-être qu'il faudrait une course avec des éléments beaucoup plus radicaux en termes d'environnement, des IMOCA en bois, j'en sais rien, mais aller enfin un peu Stéphane. au fond des choses, quoi. Ouais, ça me fait un peu penser à la bataille en bagnole entre Paris et province. À Paris, on peut rouler en vélo, c'est super, c'est génial, il faut virer les bagnoles de Paris, mais en province, c'est impossible. Et c'est un peu cette espèce de dilemme aussi. On voit il a raison, Turet, mais si on va comme ça, bientôt il y aura peut-être plus de courses non plus. Donc c'est une espèce d'opposition entre pratique et théorie. Mais je suis d'accord, c'est formidable, c'est un éveilleur de conscience, et c'est peut-être excessif, c'est peut-être utopique, mais il faut des mecs comme ça qui soient les premiers et qui jettent comme ça dans l'eau en éclaboussant de manière peut-être un peu inconsidérée, en étant pas forcément réaliste. Et ouais, c'est comme Arthur Levaillant sur la route du Rhum. Franchement, Arthur Levaillant, c'était une histoire formidable, c'est un mec top, et si on n'écoute pas ces gens-là, effectivement, on va dans le mur sur des bateaux en carbone. Enfin, c'est pas possible, quoi. Fred, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, dans ses propos, Stan Turet suggère, il est pas le premier. Arthur Levaillant aussi en a parlé. Enfin, c'est une petite notion un petit concept de la vague qui est d'imaginer de faire la course
au large sur la notion de course, en plébiscitant la plus belle histoire, etc. Honnêtement, c'est du flan. Ça n'existera pas, ça. Ça ne peut pas. Et ça reste du sport. On est dans un contexte de compétition, de sport, effectivement, de confrontation, et la confrontation nous excitera pendant toute l'histoire de l'humanité, parfois en mal, mais non, il faut garder cette notion de sport, de compétition. Et il y a un sport qui paraît, pour avoir un peu le nez dedans actuellement, il y a un sport qui paraît le plus pollueur de l'histoire et qui est en train de résoudre l'équation, qui est le sport automobile. En endurance et en Formule 1, les règlements ont été écrits de telle manière qu'aujourd'hui, la Formule 1 propose, proportionnellement à la performance, le moteur le moins polluant qui ait jamais été créé. Ils sont capables de faire fonctionner un moteur de Ford Focus en équivalent de pollution, un moteur de Ford Focus sur des F1 qui vont à 330 km/h. Cette notion d'efficience a des vertus qui sont assez intéressantes et qui méritent d'être réfléchies, je pense, côté course au large. On va se tirer la bourre avec des bateaux en lin. On va se tirer la bourre avec des bateaux en lin. On mettra 85 jours pour gagner un Vendée Globe. C'est pas si grave, en fait. Il restera cette notion de compétition. Et je me rappelle les discussions géniales avec Loïc Perron, qui disait, mais en fait, la notion de vitesse en course au large, elle n'existe pas. On va à la vitesse d'une mobilette autour de l'océan. Donc, qu'on aille à la vitesse d'une 103 ou d'une mobilette un peu plus évoluée, ça change pas grand-chose à la logique sportive. Bon, 103 SP pour nos jeunes auditeurs, c'était une mobilette star des années 80. Stéphane, tu voulais ajouter au bruit si doux. Voilà. Stéphane. On note par exemple que François Gabard, qui essaie d'être novateur et de penser aussi à la planète, même s'il aime bien aller vite, est en train de lancer une série de bateaux pour la Mini justement en lin, si je me méprends pas. Voilà, il y a comme des endroits où on a l'air d'aller dans le bon sens. François-Xavier, est-ce que... Ouais, effectivement, l'important c'est la notion de monotypie, d'équité et pour la compétition. Et la vitesse n'est pas primordiale. Après, à l'excès, par exemple, je pense à la Golden Globe Race, quand c'est des petits chevaux à 6 nœuds. Bon, moi j'ai un peu de mal à ralentir à ce point-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des courses qui durent aussi longtemps et c'est vrai qu'on a été mal habitué peut-être. Mais je pense il y a peut-être un moyen terme à trouver entre les. Aujourd'hui, François-Xavier, qui a le pouvoir finalement, comment on pourrait s'y prendre pour freiner un peu cette course à la performance, pour faire des bateaux moins coûteux en émissions, qui a le pouvoir aujourd'hui d'influer sur tout ça? Un peu l'IMOCA qui travaille sur le sujet, mais il vous explique qu'il travaille beaucoup et je crois que c'est le cas, mais les résultats ils ont vraiment étape par étape, quoi. C'est assez progressif. Hop, une voile verte à mettre dans le jeu de voile, c'est dans la jauge, c'est par petits pas. Ils feront jamais le grand soir, quoi. Mais je pense que c'est un peu l'IMOCA qui est au centre de cette histoire. Bon, il n'y a pas que, bien sûr. Finalement, est-ce que les organisateurs de courses n'ont pas aussi un pouvoir d'imposer certaines choses? Ah, si, bien sûr, ils pourraient avoir alors soit une classe en parallèle, soit ou alors transporter des marchandises. Sinon, on peut revenir au truc d'origine, la course du thé. On ramène une cargaison de quelque part. Ça s'arrêtera pas au simple organisateur de course. Il y a toute une industrie qui est aujourd'hui en place, et ça se fera pas sur le monde industriel en fait du nautisme. C'est pas possible. Par contre, effectivement, c'est un mouvement de fond qu'il faudrait amorcer assez rapidement. Il y a quelques actes tangibles qui émergent pour nous faire patienter qui nous amènent dans une logique un peu plus vertueuse, quoi. Ouais, parce que finalement, on entend beaucoup parler de ce sujet depuis, comme vous le disiez, depuis une dizaine, voire plus longtemps d'années, mais finalement, les choses avancent assez lentement. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, en fait, le public s'est pas encore aperçu que la voile n'était pas verte. Pour l'instant, c'est le grand truc, mais effectivement, ça peut ne pas tenir très longtemps. Et le jour où les gens vont s'apercevoir que finalement la voile n'est pas si vertueuse et au contraire ne l'est pas du tout, ou ne l'est quasiment pas, waouh, pourrait y avoir un retour d'affection, quoi. Et il faut effectivement agir avant que tout le monde s'en rende compte, quoi. Il faut se dépêcher. Pardon. La voile n'est pas verte, mais
tout est relatif en fait. Si tu compares à, je sais pas, au foot, on éclaire des stades tout l'hiver dans toute l'Europe, tous les week-ends. On parlait de la Formule 1, alors ils sont peut-être très efficients, mais ils roulent quand même, ils tournent en rond pendant des heures avec des grosses bagnoles. Enfin, je veux dire, je sais pas s'il existe un classement en termes d'impact carbone des différents sports, mais je pense que la voile, on est quand même pas si mal, quoi. Stéphane. Le pire dans les trucs de CO2, souvent, c'est les spectateurs, hein, sur une Coupe du Monde de foot, sur un Tour de France automobile, automobile, je pense à lapsus. Ouais. Sur un Tour de France vélo, c'est les bagnoles qui polluent. Sur une Coupe du Monde de foot, c'est les déplacements qui polluent. C'est rarement l'activité en elle-même qui pollue. Oui, et c'était le cas, et c'est le cas pour la route du Rhum. Le plus gros impact carbone de la route du Rhum, ce sont les 1,5 million de spectateurs qui viennent à Saint-Malo. Fred. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'a pas envie de freiner ça non plus. Les gens vivent, les gens kiffent, voilà. Équation compliquée. Fred. Oui, la Coupe du Monde du Qatar, ça a été une grosse blague quand même, avec, je sais plus, 60 navettes entre les Émirats et le Qatar pour trimballer les spectateurs tous les jours. Enfin, c'était monstrueux. Mais le football ne prend pas la parole sur l'environnement. Voilà, c'est un petit peu ça n'empêche pas qu'il va falloir réfléchir à tout ça aussi. Mais le football ne prend pas la parole sur l'environnement. Et 40% des projets voiles aujourd'hui prennent la parole sur l'environnement. Donc il faut y aller. Après, effectivement, il faut aussi pondérer un petit peu le truc, parce qu'il y a des applications, des choses expérimentées sur la course au large qui vont trouver des déclinaisons dans le transport maritime. Donc c'est aussi un mouvement qui est intéressant. C'est lent, c'est le temps industriel qui est plus lent que le temps de nos émotions, est toujours pareil. Bon, finalement, entre l'affaire Gabard que tu rappelais, Stéphane, tout à l'heure, entre l'histoire de l'affaire Clarisse Kremer, cette tribune de Stan, est-ce que tout ça peut être de nature à refroidir justement d'éventuels partenaires à investir cet univers, Stéphane? Moi, je crois pas, parce que je pense que quelque part, ça veut dire que la voile est en train de devenir un sport adulte. Quand un sport sort du stade, même si la mer c'est pas un stade, mais quand un sport sort du stade, s'intègre dans la société, devient une valeur, quoi, enfin pèse, quoi, je pense que ça lui donne de l'importance et finalement ça lui donne de la visibilité. Imaginons demain quelqu'un qui récupère Clarisse Kremer sur un bateau, à mon avis c'est banco, hein, en étant voilà. Non, moi je crois pas. Ça soulève des débats et ça à la fin ça grandira ce sport. Bon, finalement, comme tu disais, Fred, c'est un peu une crise de croissance. Oui, et puis il y en a une autre que moi j'accole, c'est le drame, c'est le cauchemar de la route du Rhum, l'accident, le décès d'Alex Picaud et de François Navaillant, qui était un fait abominable, qui est aussi un moment terrible pour la course au large, parce que ça doit pas arriver en fait, et c'est arrivé, et il y a encore de la structuration. C'est horrible de faire de la mer un espace clos et empli de règlements, mais c'est pas possible que cette chose-là arrive. C'est pas possible. Il faut qu'on grandisse, quoi, vite, quoi, très très vite, quoi. Ouais, mais Fred, je suis d'accord. J'allais aussi en venir à cette tragédie. Et effectivement, les bateaux vont plus vite qu'avant. Les suivre, avoir 120 semi-rigides qui les suivent à fond de balle, c'est bon, pour des raisons de sécurité et puis aussi évidemment d'environnement et d'image, c'est forcément falloir faire quelque chose, quoi. Il y aura clairement un avant et un après. Et quand on parlait du public, c'est bon, c'est Antoine Mermot qui me disait ça là, quand on avait réfléchi, on avait parlé de ça au départ du Vendée Globe, au départ de la route du Rhum. La course, dans l'histoire de la course au large, qui a eu le plus gros impact médiatique, c'est le Vendée Globe 2020, qui est parti sans village, sans public, en plein Covid, sans personne sur l'eau. Bon, alors je dis pas qu'il faut faire ça à tous les coups, mais ça veut dire que si le modèle peut évoluer dans un sens plus responsable, sans forcément mettre à mal le modèle économique et médiatique.
Bon, justement, à propos de modèles économiques et de projets qui coûtent des millions, on va parler de Coupe de l'América. Vous étiez tous les trois présents le 2 février à Paris à l'annonce officielle du défi français pour la 37e Coupe de l'América qui s'appelle Orient Express Team. Quel est un peu votre regard sur ce défi français? On l'annonçait depuis quelques mois, on a cru que le projet allait capoter. Finalement, il est revenu par la fenêtre. Quel regard vous portez sur ce projet, Stéphane? Oh là là, je suis embêté avec le Coupe d'Amérique. D'un côté, j'aime bien les sports à racines, c'est-à-dire le sport qui est dans l'histoire depuis des dizaines d'années. Alors, on nous crée des épreuves maintenant du jour au lendemain, donc ça c'est important d'avoir de la culture, des racines encore une fois. D'un autre côté, est-ce que la Coupe de l'Amérique colle à son époque? Alors oui, la modernité, tout ça, mais j'ai l'impression que ça va trop loin des fois. Et j'ai du mal à aimer la Coupe de l'Amérique comme je l'ai aimé. Et pour revenir au défi français, y aller pour a priori être dépassé par le niveau, j'ai du mal à piger, quoi. Donc je suis assez embêté avec ça. Fred. Cocorico. Cocorico, parce que cette Coupe d'Amérique va encore se courir sur un bateau inventé par un architecte français génial, parce que ce bateau est extraordinaire. Ce dessin est absolument extraordinaire et c'est vraiment cool qu'il y ait un projet français là-dessus. Le team, moi, m'a beaucoup plu. On est en train de découvrir à quel point Quentin Delapierre est fort, à quel point l'apport de Franck Hamas va être décisif aussi. Il y a beaucoup de choses du côté humain qui m'ont plu. Et après, c'est vraiment de l'affectif de surface, mais j'ai adoré ce premier rendez-vous presse qui était empreint de French intelligence. Ce côté, on se prend pas trop au sérieux, mais on va quand même faire les choses aussi bien qu'on le peut. J'ai bien aimé cette attitude, ce qui tranche un petit peu avec la Deutsche Qualitat. C'était pour ça que je parlais de French intelligence. De la formule. Mais j'ai trouvé tout ça très enthousiasmant. Et j'ai trouvé que tous les personnages qui étaient investis dans ce projet-là étaient hautement crédibles. Le côté French flair, on pourrait dire aussi. Toi qui aimes aussi le rugby, évidemment. Tout à fait. Et ouais, il y avait du beau monde. Cette conférence de presse, elle était un peu hors norme. Ambiance très très CAC 40 avec le show de Sébastien Bazin, le patron d'Accor. Et au-delà de ça, je suis d'accord avec toi. C'est une vraie dream team, quoi. Tu s'aperçois qu'il y a des gens là, Benjamin Muil, Camas, etc. Et donc c'est enthousiasmant. Et Quentin Delapierre, c'est quand même pas rien. Juste après cette annonce, il nous claque 3 manches de suite à Sydney. Les gars, j'ai pas de pression et voilà quoi. J'ai le vent dans le dos et voilà, c'était lui notre Peter Burling à nous quoi. Sans le côté olympique. Mais enfin bon, donc ouais, forcément on a envie d'y croire. Est-ce que ce sera celle-là, est-ce que ce sera la prochaine? C'est un super beau projet quoi. Et sur ce que disait Stéphane, je suis un peu d'accord. Il y a un peu un côté hors sol. Ces bateaux sont juste de la planète Mars quoi. Mais j'ai un peu le même état d'esprit théorique, mais quand je regarde une manche, en fait, je suis juste sur le cul, quoi. Et pareil un peu en F50, pardon. Voilà, quand on regarde les manches de Sydney, c'est juste incroyable, quoi. Et bon, alors là aussi, grosse dissonance parce que je pense pas que ce soit un sport avec ces tournées mondiales perpétuelles qui soit super écolo. Bon, justement, on rappelle quand tu parlais de Quentin Delapierre, effectivement, Quentin Delapierre et l'équipe française de CLJP viennent de gagner le Grand Prix de Sydney qui a été réduit à une journée à cause d'une tempête qui a abîmé le bateau canadien le dimanche, mais ils ont gagné les 3 manches courues le samedi. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je suis un peu critique a priori, mais il est vrai que s'il n'y a pas de folie, s'il n'y a pas de démesure, s'il n'y a pas de temps en temps un peu du grand n'importe quoi, on vit plus non plus, hein. Donc voilà, il faut aussi des moments comme ça qui soient déconnectés et voilà. Et ça sera encore mieux quand les bateaux seront là. Mais c'est vrai que pour revenir au défi français en question, ils sont sur un calendrier, c'est rien de dire, qui est ultra serré, quoi, qui va être compliqué. Mais on a envie de croire qu'ils peuvent en tout cas exister, quoi, qu'ils peuvent ne pas être ridicules, parce que
parce qu'ils font le nécessaire pour acheter du temps avec le fameux design pack, etc. Parce que bon voilà, si tout le monde arrive à tenir ses délais, ils ont sur l'eau une équipe qui est quand même hyper douée. Bon, à suivre. Est-ce que c'est pas un défi français de plus comme ceux qu'on a connus qui va durer peut-être juste une édition et qui n'a pas les moyens parce que là on parle de peut-être je sais pas 40 ou 50 millions de budget là où les rivaux vont avoir de 200 à 200 millions. Est-ce que c'est pas un défi français de plus? Silence. L'histoire le dira, on va te dire. Ça dépend aussi un peu des industriels. Est-ce que Sébastien Bazin en question, pareil, c'est des gens, c'est un peu leur métier, mais on a envie de le croire et on se dit qu'il peut peut-être emmener un pool avec lui. Après, te dire si ça durera plusieurs éditions, écoute, c'est mon souhait le plus cher. Stéphane, ton regard, toi, sur Quentin Delapierre et l'équipe qui a été rassemblée sur ce projet avec, on rappelle, Franck Camas qui est en charge de la performance, Benjamin Muil qui est le designer en chef, on a également Antoine Caraz et Louis Viat qui vont rejoindre l'équipe. Ouais, non, ça a l'air super fort, mais effectivement, on sait que c'est un sport méca, quoi. Les sports méca, les sports méca, c'est aussi une grande part d'injustice, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont réunies en ce moment pour ça. Mais l'histoire des 200 millions et tout ça, moi, c'est vraiment ça qui me gêne fondamentalement. C'est est-ce qu'on peut aujourd'hui dépenser autant de fric dans du sport? Et ça, mais ça vaut pour les salaires de footballeurs, ça vaut pour la Formule 1, ça vaut pour les tas de trucs. Je veux dire, on est dans un monde qui flirte avec la décroissance, on est dans un monde qui est en guerre et tout, et on balance des millions comme ça sans réfléchir, alors qu'il y a des tas d'autres sports où on commence enfin à réfléchir au coût, quoi. Et je faudrait que aussi eux ils réfléchissent davantage à ça. Fred, est-ce que la Coupe de l'Amérique te fait rêver, toi? C'est très ambivalent. Oui, parce que comme FX, j'ai adoré suivre tout ça et je découvre les joies de la régate entre deux portes. Non, parce que je suis un enfant de la glaise et j'ai découvert la voile sur le tard c'est en 2007-2008 et que j'étais nourri aux douces sirènes de la course au large et voilà, mais en fait, c'est juste parce que j'ai besoin d'être éduqué à ça. Et j'y travaille, mais j'ai besoin d'être éduqué à ça. Et je crois que je ressemble à peu près au bon français lambda qui aime le sport et qui n'a vu pendant très longtemps de la voile que la course au large. L'America's Cup n'a jamais été raisonnable. Et là, elle l'est encore moins, mais c'est vraiment dans ses gènes. J'ai envie de vous dire, ça a toujours été dans la démesure et dans l'excès. Stéphane. Ouais, juste une petite histoire. À San Diego, je sais plus quelle année c'était, à propos de mesures. Je sais plus chez quel Américain c'était, Dennis Conner ou un autre. C'était une soirée comme ça. On rentrait dans une super villa à San Diego. C'était la villa du team ou une des villas du team. Ils avaient fait venir des statues de Botero dans l'allée. Et on rentrait et à l'intérieur, il y avait des grands Bordeaux, mais des grands Bordeaux, je me rappelle plus du nom, mais des Bordeaux incroyables. Il y en avait partout, dans la cuisine, dans les salles de bain et tout. Le Bordeaux et les bouteilles étaient ouvertes, entamées partout. Voilà, c'était une démesure. À la fois c'était fascinant, à la fois c'était un voyage dans un monde irréel. Mais quand on sortait de là, on disait putain mais attends, oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait là, quoi. C'était une espèce de shoot et d'après shoot et ouais, c'était la Coupe de l'Amérique, quoi. Bon, c'était un peu Babylone version Coupe de l'Amérique. Ouais, j'ai pas encore vu, mais ouais, j'imagine. Bon, on va revenir et on va finir par la course au large. The Ocean Race, donc qui se court cette année en IMOCA, est parti le 15 janvier. Il y a eu une première étape entre Alicante et le Cap-Vert, une deuxième étape entre le Cap-Vert et le Cap en Afrique du Sud. Les deux étapes ont été remportées par Holcim PRB, l'IMOCA qui est menée par Kevin Escoffier. Est-ce que, messieurs, c'est une course que vous suivez, qui vous intéresse, dont vous parlez dans vos colonnes? On va continuer avec toi, Stéphane. C'est une course mythique, hein. Quand je parle de Racine tout à l'heure, c'est la course qui m'a fait rêver au départ, hein. J'étais tout petit, je faisais jouer des petits bateaux avec des Legos, je mettais des voiles, je soufflais dans les voiles, je mettais des voiles différentes que je créais. Et voilà, c'était Sayula ou je sais pas quoi, les bateaux à l'époque, c'était une course d'enfer. Et on dit aussi que c'est la course finalement la plus dure. Alors, est-ce qu'elle est encore au niveau de ce qu'elle a été? Ça, c'est la question. Ils essayent de la relancer, c'est top.
Est-ce qu'on la suit? On la suit assez moyennement. Moi, j'ai kiffé l'escale au Cap-Vert, ou une sorte d'escale un peu comme au Dakar, une escale marathon. On n'a pas trop le droit d'intervenir sur le bateau. Les mecs se débrouillent avec ce qu'ils ont, avec les outils, avec deux, trois mecs qui payent sur place et tout. J'ai adoré cet esprit et j'aimerais tant que cette course soit ça, quoi. Qu'on n'envoie pas plein de gens aux escales et tout, et que ça reste une espèce de tour du monde où on s'arrête parce qu'il faut et on se débrouille et on continue, quoi. Le grand voyage, le grand tour. Fred? J'aimerais beaucoup m'investir beaucoup plus dans The Ocean Race en tant que chef de journal du nautisme, mais oui, je la suis avec beaucoup d'attention et peut-être qu'on va arriver à contrer, enfin ne pas offrir de contenu à la FF Loose. Peut-être qu'il y a un vainqueur français à l'arrivée. Kevin Escoffier, quand tu parles de pavillon suisse. Il reste quand même bien français. Là, il y a pas de doute. Non, moi je trouve la course est vachement sympa. Ils sont en train de valider le Paris Limoca parce que ça fonctionne, même avec entre guillemets seulement 5 bateaux. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que ceux qui sont le plus préparés à l'équipage, qui ont modifié leur bateau pour l'équipage, sont pas forcément. Bon, ils sont sur le podium, mais en tête, c'est Holcim PRB et Kevin Escoffier ils se sont un peu lancés au dernier moment dans cette aventure-là. Et c'est une super course. Et de voir dans la dernière étape, c'est Eleven Sauer qui a flirté avec le record non officiel, certes, de Charal 2, 558 000 en 24 heures. Ils ont fait 542. Donc on voit que le niveau est là, qui se donne à fond, et non, c'est une super course. Je comprends pas bien à quoi servent les VOR 65. Ils vont aussi m'expliquer, mais bon. Bon, c'était, je crois, un prétexte pour pouvoir garder ces projets dans l'univers de The Ocean Race en vue des prochaines éditions, pour pas les perdre complètement, parce que ces projets avaient pas le budget complet pour faire le grand tour en IMOCA. Surtout ne maîtrisaient pas encore cet univers. Stéphane, est-ce que toi tu as l'impression que comme le disait FX, la grève de l'IMOCA est en train de prendre sur cette course? C'était un vrai pari qu'ont fait les organisateurs et la classe? L'IMOCA, franchement, ils travaillent super bien. Hein. Je veux dire, ils arrivent à structurer une classe qui est en train de devenir finalement la classe dominante, et leur boulot est assez remarquable. Et moi, chapeau à ça, quoi. Bon, est-ce qu'on peut espérer lors de la prochaine édition plus que 5 bateaux? Est-ce que vous avez l'impression que cette édition va faire de la pub pour permettre d'avoir au moins une dizaine de bateaux dans 4 ans? Moi, je pense que oui, ça peut prendre. Tel que c'est parti là, avec un plateau assez international, j'y crois pas mal. Il y a un truc qui serait intéressant à voir, c'est est-ce que le vainqueur de cette course performe super bien au Vendée Globe, et ce sera peut-être la course obligatoire quasi nécessaire pour bien performer au Vendée Globe, parce que finalement ils s'entraînent beaucoup, ils apprennent à aller très vite en équipage, ok, mais du coup ils apprennent à aller peut-être plus vite encore qu'en solo. Et ouais, ça marquera peut-être une révolution, ça. Moi, je vais mettre une toute petite réserve. Attendons de voir ce qui se passe sur l'étape marathon là qui va partir dimanche entre le Cap et Itajaí, parce que celle-là, elle va être solide et elle va mettre à l'épreuve les IMOCA sur les conditions du Grand Sud avec une tonne 5 de plus à bord. Elle va de tout mon cœur, je souhaite que tout se passe bien pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de casse mécanique majeure qui contraigne à un abandon sur l'étape, mais elle va être rock'n'roll cette elle va surtout mettre à l'épreuve les équipages. C'est dans la tradition de la Volo, de la Windward, c'est souvent le point faible. Ce qui craque, c'est plus les gens que les bateaux. Surtout ces bateaux-là, ils connaissent déjà la route pour la plupart. Mais donc le facteur humain est énorme sur cette course. Il y a de beau casting, hein. Pardon, je rebondis, mais il y a de beau casting quand même sur ces équipages. C'est vraiment de beaux teams de marins, quoi, navigateurs. Ouais, il y a un beau casting, et justement pour recouper notre sujet initial sur les femmes dans la voile, il y a aussi une femme au minimum par équipage. Est-ce que dans The Ocean Race est en ce sens assez exemplaire? Qui veut répondre? Je pense parce que ces règles de discrimination positive entre guillemets, elles ont déjà lancé Justine Métro par exemple, c'était issu de la Volvo aussi. Cette règle a joué son rôle, et aujourd'hui on voit que c'est quelqu'un qui arrive à un super niveau, et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. S'il faut passer par là, allons-y. Hein. Stéphane?
Oui, puis ce qui est bien, c'est qu'en fait, entre guillemets, ça ne recycle pas des gens qui étaient déjà sur le Vendée Globe ou en IBOCA, et ça va chercher des gens ailleurs, d'une culture différente, culture on dira plus anglo-saxonne, effectivement, pour enfin, ouais, parce que le Vendée Globe, tout ça, c'est pas vraiment internationalisé, surtout pas au niveau. Donc, si ça peut permettre effectivement de tirer vers le haut aussi bien des filles de très haut niveau et des filles qui sont pas françaises, ouais, c'est hyper vertueux. Ouais. Eh bien, très bien. Eh bien, messieurs, merci. Donc, coup d'envoi de cette 3e grande étape de The Ocean Race dimanche, départ du Cap, arrivée à Itajaí au Brésil, avec l'enchaînement océan Indien, océan Pacifique. Merci à tous les trois. C'était sympa de débattre de tous ces sujets qui font le sel en ce moment de la course au large. On se retrouve quant à nous mardi prochain pour un 108e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci Axel. Bonne journée. Salut à tous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!